Coucou les gars, bienvenue sur ce deuxième épisode de La Bonne Copine. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Pour être totalement honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo-là. Avec cette vidéo que je n'avais pas prévu de faire, je voulais vous parler de mon récap de mon année 2024. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année, on vient de commencer 2025 et donc forcément, on fait des résolutions. On fait aussi un bilan de l'année qu'on a passée et donc ça pousse vraiment à la réflexion. Je fais cette vidéo parce que, écoutez, on sort des fêtes et j'ai passé Noël avec la famille de mon copain et j'ai aussi passé Noël avec la famille de ma meilleure amie et c'était le plus beau Noël de toute ma vie. C'était vraiment un Noël super joyeux. J'ai eu plein de cadeaux, j'ai été gâtée, j'étais hyper heureuse. Et le 26, quand on est rentré, j'ai eu une baisse de joie, une baisse d'émotion terrible. J'ai pleuré, je pense, pendant peut-être 1 heure. J'ai pleuré parce que j'étais heureuse, j'ai pleuré de joie, j'étais émue de passer Noël avec la famille de mon copain et de voir que le 25 au matin, j'avais plein de cadeaux sous le sapin. Quand je suis partie chez ma meilleure amie qui habite à 10 minutes, j'ai aussi eu des cadeaux. J'étais tellement heureuse d'être entourée, d'avoir une famille. Je me suis sentie vraiment bien. Et en fait, j'ai aussi pleuré parce que j'étais profondément triste aussi. J'ai eu de la peine pour moi-même. Je sais pas, c'est comme si j'étais sortie de mon corps, que je voyais ma vie et j'ai profondément pleuré parce qu'en fait, j'avais eu le sentiment que, je sais pas, je me suis sentie un peu comme un mendiant de Noël. Moi, j'ai pas de famille, donc j'ai eu l'impression un peu, c'est pas de la charité parce que c'est que de l'amour et c'était que bienveillant, c'est que normal, mais je me suis sentie un peu honteuse. Je me suis sentie honteuse d'être admirative de cadeaux sous le sapin. Je me suis sentie honteuse de me dire que si j'avais pas eu la famille de mon copain, la famille de ma meilleure amie, j'aurais passé Noël toute seule. Et j'ai pris une claque de à quel point je suis chanceuse, de 1, mais aussi à quel point la période des fêtes, quand t'as une famille qui est pas saine, quand t'as pas de famille, etc., ça peut être très violent et ça te renvoie très vite au manquement et au manque que toi tu as eu et que tu as tout au long de ta vie. Et donc j'ai pris un peu cette claque-là et je me suis mise à rédiger cet épisode et du coup je voulais vous faire mon récap de mon année 2024. Ouais, c'est moi. Alors 2024, ça a été une année riche en émotions pour moi. Je pense que c'était à la fois la pire année possible, l'année la plus éprouvante, l'année la plus fatigante, l'année qui m'a demandé de puiser des forces que je ne savais même pas que j'avais. Et à côté de ça, ça a été aussi la meilleure année de ma vie. Du coup, je finis 2024 et je commence 2025. Enfin, j'ai fini 2024 avec des sentiments assez mitigés et je commence 2025 avec par contre une grande paix, un niveau d'optimisme mais énorme. 2024, ça a été ma pire année et ma meilleure année pour plein de points. Du coup, je vais vous citer 3 points terribles que j'ai vécu en 2024 et qui m'ont épuisée. Quelques points positifs que j'ai adorés, qui me rendent heureux et qui ont vraiment contrebalancé tout ce truc négatif que j'ai vécu et aussi mes aspirations pour 2025 qui a déjà commencé. Donc 2024, ça a été une année particulièrement épuisante. Cette année, j'ai eu le courage de parler des violences physiques, psychologiques et sexuelles que j'avais vécues au sein de ma famille. Moi, j'ai été abusée psychologiquement, physiquement, financièrement par la femme qui m'a élevée, qui est donc la mère de mes demi-frères et sœurs. Pour comprendre un peu le schéma familial, il va falloir regarder l'épisode 1. Et donc, j'ai vécu de façon terrible pendant 23 ans et demi. Donc, le 30 janvier 2024, j'ai eu le courage de réunir toute ma famille et de dire, voilà, ça ne va pas devenir un énième secret de famille. Je ne vais pas laisser les adultes de la famille cacher ce qui m'est arrivé parce qu'en fait, tout fonctionne au secret, tout fonctionne au et ça, je refuse ça. Je veux que tout le monde soit présent pour que je puisse raconter la vie que j'ai menée avec cette femme-là pendant 23 ans. Donc j'ai parlé des abus financiers, des abus psychologiques et de l'inceste qu'elle m'a fait subir. C'était très éprouvant, c'était très compliqué. Je pense qu'avant la conférence avec toute ma famille, j'ai peut-être vomi 150 fois. Je me suis peut-être évanouie 3 fois. J'étais tellement stressée que je me frottais les mains, les paumes des mains et que j'avais mal aux doigts avant même de commencer à parler. Mais une fois que c'est passé, une fois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, comment vous dire que
je me suis endormie le soir avec une telle paix d'esprit. J'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie que le soir où j'ai pu ouvertement dire à ma famille voilà ce que j'ai vécu et voilà les conséquences qu'il va y avoir et je ne vais pas me taire et ça ne restera jamais un secret de famille. Donc ça a été un des points très compliqués puisque ça ramène à mon deuxième point qui est que en disant les violences et l'inceste et etc. et toutes ces choses que j'ai vécues au sein de ma famille, du coup ça a entraîné la perte de ma famille parce que tout simplement la femme qui a abusé de moi, celle qui a été une mère toxique pendant 24 ans, c'est la mère de mes demi-frères et sœurs. Et en fait, quand j'ai annoncé que j'ai révélé toutes les horreurs que j'avais vécues, mes frères et sœurs, mes demi-frères et sœurs, ont pris le parti de leur mère. Je peux pas vous dire à quoi est-ce que je m'attendais. Enfin, si, je m'attendais après la révélation, je n'attendais rien de cette femme-là qui m'a élevée, qui est toxique, mais j'attendais de mes frères et sœurs un soutien. Mes frères et sœurs, c'est des personnes pour lesquelles je me suis sacrifiée. J'ai arrêté mes études de droit pour commencer à travailler, pour payer leurs études. J'ai mis entre parenthèses ma vie pendant des années parce qu'en fait, je voulais que eux réussissent la leur. Et donc, je ne sais pas dans un élan de oui, vous me devez quelque chose ou j'ai fait ça avec un but externe. Enfin, non, c'était vraiment que je me suis dit, j'ai tellement fait pour mes frères et sœurs, je les ai tellement aimés, je me suis tellement efforcée à leur montrer à chaque fois qu'ils étaient plus importants que ma vie, plus importants que tout, que le moment où je vais raconter ma vérité, que je vais expliquer, voilà, votre mère, c'est la pire des femmes possibles, mais vous, mes frères et sœurs, je vous aime plus que tout et j'attends de vous du soutien, et j'ai eu l'inverse. J'ai eu peut-être pendant 6 mois des messages de menaces de ma grande sœur, j'ai eu des messages d'insultes de mes petites sœurs, c'est très violent, je me suis réveillée le matin, du coup le 30 janvier je fais l'annonce, le 31 janvier je me réveille, j'avais rallumé mon téléphone parce que pour dormir je l'avais éteint parce que j'étais tellement en stress, après même la conférence, je rallume mon téléphone, c'est violent, tu vois que ta grande sœur t'a supprimé des groupes de famille WhatsApp, etc. Donc là c'était le revers du bâton des conséquences de cette révélation. Donc ça a été très compliqué puisque j'ai parlé des violences, du coup j'ai perdu la famille, donc c'était vraiment une période très compliquée, elle me paraît tellement lointaine alors que c'était il y a moins d'1 an, mais c'est toujours aussi douloureux quand même, et encore peut-être pas toujours aussi douloureux, mais c'est toujours quand même assez présent parce que du coup ça a entraîné le fait que je pouvais plus rentrer chez moi, donc je pouvais plus récupérer mes affaires, donc en fait j'étais à la rue entre guillemets puisque je pouvais plus rentrer là où j'habitais tout le temps, j'ai pas pu récupérer mes vêtements, donc en fait de la même manière que j'étais habillée le soir de la conférence, et c'est de cette même manière là que je devais retrouver un appartement, racheter des vêtements, retrouver une espèce de vie assez classique, assez banale, tout en continuant d'aller au travail. Donc c'était terrible. Ça a aussi été compliqué parce que du coup, quand je rencontrais des nouvelles personnes, dans les questions basiques qu'on se pose, c'est toi t'as une famille, elle vit ici, t'as des frères et sœurs, etc. Et c'était très compliqué parce que je ne me voyais pas dire aux gens voilà, voici ma vie, je n'ai plus de frères et sœurs pour x, y, z raison. Donc à chaque fois que je rencontrais une personne différente, j'inventais à chaque fois une nouvelle version de ma vie de famille. Un coup j'avais des frères et sœurs, un coup j'en avais pas, un coup j'en avais mais qui étaient très loin, un coup c'était très compliqué. Le dernier point qui a fait que cette année était assez compliquée, je dirais que c'est quand j'ai déposé plainte. Mais déposer plainte, je le mets dans 2 cases. Je le mets dans la raison pour laquelle ça a été une année terrible et la raison pour laquelle ça a été une année fabuleuse. Je suis très fière aujourd'hui de vous dire que le 28 mars 2024, j'ai déposé plainte et que ça s'est très bien passé et que j'ai été reçue par des policiers qui étaient incroyables, qu'on m'a rappelé parce que le dossier était tellement grave que du coup ça a été transféré à la brigade de sûreté nationale, section brigade des mineurs, que du coup j'ai été reçue par des policières et des policiers qui étaient vraiment bienveillants, qui étaient chaleureux. C'était une bonne expérience parce que même au-delà de ça, la force que j'ai réussi à puiser pour me déplacer, pour aller déposer plainte, je vous jure que quand je suis sortie du commissariat après 4 heures de déposition, je marchais dans la rue en me sentant comme la plus fraîche du monde, la plus capable. J'avais la musique dans mes écouteurs, je marchais, j'avais l'impression que la terre était légère et ça faisait tellement du bien. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de l'année 2024, le fait que j'ai déposé plainte, mais ça rentre aussi dans mon dernier point de pourquoi est-ce que ça a été compliqué, parce qu'en fait, il y a eu le revers de la médaille. C'est que quand j'ai déposé plainte, j'étais très stressée, j'avais très peur. Quand ça s'est fait, je me sentais très bien. C'est assez violent parce que du coup, vu que ce sont des faits qui se sont passés quand j'étais mineure, du coup, t'es reçue par la brigade des mineurs et donc t'arrives dans une salle et t'as peut-être 1000 jouets d'enfants. Et j'ai trouvé ça assez décomplexant
déconcertant parce que j'étais là du haut de mes 24 ans, j'avais pas l'impression d'être à ma place. Et puis je vous assure que peut-être au bout d'une heure de déposition, j'avais pris un petit jouet et pendant que je parlais, je le tripotais dans mes mains, quoi. Ça m'a fait une claque de me dire que en fait, j'avais eu l'impression de revenir à l'état d'enfant, à l'état du moment où je subissais toutes ces choses-là. Ce qui a été très compliqué quand j'ai déposé plainte, c'est qu'après je me suis rendu compte, pas des conséquences, mais je me suis rendu compte que là c'était le début de quelque chose et pas tant la fin. Psychologiquement, c'était la fin de moi qui met un terme aux violences que j'ai subies. Je me suis dit, là, je reprends contrôle et je vais chercher de l'aide auprès de la justice, auprès de l'État. Mais c'était un point assez compliqué parce que physiquement, du coup, j'ai commencé un peu à être parano, je commençais à développer des phobies. Parce que la policière va t'expliquer que du coup, tu vas avoir des rendez-vous avec le médecin légiste, avec la psychologue judiciaire, que du coup, il va y avoir des convocations qui vont être lancées, donc on va convoquer mes frères et sœurs, que c'est important pour la solidité du dossier. Quand je me rends compte que mes frères vont être convoqués, que je me demande est-ce qu'ils vont oser raconter la vérité, est-ce qu'ils vont défendre leur mère, toutes ces choses-là, et j'ai commencé à avoir très peur. Quand à un moment donné le temps passe et je me demande est-ce que les convocations ont été lancées, est-ce que là si je tombe sur mes frères et sœurs il peut m'arriver quelque chose, est-ce qu'ils vont m'en vouloir, me tabasser, m'insulter parce qu'ils savent que j'ai déposé plainte contre leur mère. Et donc c'était rentré dans une espèce de phobie où honnêtement j'avais très très peur. Je sortais dans la rue en regardant de gauche à droite, j'avais très très peur quand je prenais des métros que je savais qu'on utilisait avant fréquemment quand je vivais encore chez eux. Donc ça c'était la partie moins drôle de mon dépôt de plainte et ce qui a fait que le fait d'avoir déposé plainte rentre dans mes meilleurs moves de l'année 2024 mais aussi dans les moves les plus stressants. Donc je pense que ça c'est grosso modo mes 3 points qui ont été assez compliqués pour moi à gérer et qui m'ont vraiment beaucoup épuisée et qui sont venus avec leur lot de malheur puisque j'ai eu l'impression du coup qu'aujourd'hui à mes 24 ans je commence la vie et que j'ai tout à apprendre. J'ai perdu une famille, j'ai perdu, aussi toxique qu'elle soit, c'était quand même la famille que j'avais et la famille avec laquelle j'ai grandi pendant 24 ans. Donc la perte de cette famille-là, aussi toxique qu'elle soit, c'était très compliqué à gérer. Ça me ramène à ma partie de mes points positifs, c'est que j'ai perdu certes cette famille toxique, donc en réalité, je n'ai rien perdu, mais sauf que j'en ai regagné une autre en redécouvrant, en rencontrant ma maman biologique. C'était le 8 janvier 2024, ça fera 1 an la semaine prochaine, que j'ai retrouvé ma maman biologique. J'ai pas encore pu l'embrasser, mais on se parle tout le temps en WhatsApp vidéo. J'ai eu l'impression que cette année, on m'a redonné mon identité. C'est la première fois cette année que j'ai vu des photos de moi petite. C'est la première fois cette année que j'ai vu la femme qui m'a accouchée, que j'ai vu que j'avais ses yeux, que j'avais ses oreilles, que j'ai eu l'impression qu'on m'a redonné véritablement mon identité puisque je sais d'où je viens, je sais qui est ma maman, je sais qui est ma grand-mère, j'ai une grand-mère les gars, je savais même pas que j'avais une grand-mère, j'ai une tante, ma maman s'est remariée et du coup j'ai appris que j'étais 2 renouveaux grandes sœurs, de un petit frère et de 2 petites sœurs, donc c'était un plaisir, c'était une joie immense. Je vous parle de ça, j'ai un peu les mains qui tremblotent tellement c'était que de l'émotion et en fait c'était que de l'amour et c'était comme si on s'était presque jamais séparés. C'était incroyable, je vous invite vraiment à regarder l'épisode 1 pour un peu comprendre, même si dans l'épisode 1 je détaille pas trop le mécanisme de comment j'ai retrouvé ma maman biologique. Je pense que je consacrerai vraiment un épisode entier sur ça, mais c'était un plaisir, je suis tellement heureuse. J'ai pu apprendre l'histoire de ma famille, j'ai pu savoir pourquoi est-ce qu'elle ne m'avait pas élevée, pourquoi c'est cette femme-là, etc. C'est venu avec son lot d'inconvénients, c'est venu avec son lot de difficultés, je vous le cache pas et on pourra en parler dans un autre épisode puisque en fait du coup tu réapprends plein de choses, tu apprends à appeler maman une autre femme, tu apprends à aimer, même si c'était tout de suite naturellement, mais tu découvres des frères et sœurs, enfin tu découvres toute une chose, enfin c'est fou. À des moments je regardais ma mère en FaceTime vidéo et je me disais si j'avais grandi avec elle, peut-être que j'aurais eu une vie différente. Si j'avais grandi avec elle, si elle m'avait élevée, je pense que cette femme est tellement bienveillante et elle respire tellement l'amour, je serais peut-être présidente de la République, qui sait, tellement en fait j'aurais commencé la vie en ayant 10 sur 10 et donc c'est assez impressionnant et ça fait partie vraiment de mes grandes victoires de cette année 2024 que je voulais partager avec vous.
C'est l'année où j'ai regagné une famille parce que oui, j'ai retrouvé ma maman biologique, donc je suis entourée, j'ai une maman, j'ai des frères et sœurs. Et c'est l'année où j'ai aussi regagné une famille parce que j'ai pris conscience de mes amitiés. J'ai pris conscience du fait que mes amis, c'est vraiment aussi ma famille. Ça a toujours été ma famille. Ça a toujours été ceux qui m'ont aimé inconditionnellement. Je me suis rendu compte à quel point ils étaient présents pour moi. Je me suis rendu compte à quel point les moments où j'ai voulu flancher, les moments où c'était très compliqué, les moments où j'ai eu l'impression que j'allais plus tenir physiquement, psychologiquement, mentalement, les moments donnés où j'ai voulu tout envoyer valser pour dormir 24 ans peut-être, ou éternellement, ceux qui ont été là, ceux qui m'ont apporté du soutien, c'est vraiment c'est vraiment mes amis. C'est vraiment, mais j'allais vous dire ma famille, parce que je les considère comme ma famille, c'est vraiment mes amis. Et cette année, je suis contente de me dire que j'ai des amis aussi sains, des amis aussi présents, des amis aussi aimants. Je suis comblée, véritablement je suis comblée, et j'ai pris conscience que finalement, Aïcha, tu n'as jamais été sans famille, tu as toujours eu tes amis. Et ça fait vraiment partie de mes grandes victoires de l'année 2024 que je voulais partager avec vous. Dans mes victoires aussi que je veux célébrer de l'année 2024, il y a le fait que j'ai lancé cette chaîne podcast. Je suis tellement heureuse parce que moi, je viens d'une famille où les filles ne parlent pas. Je viens d'une famille où c'est l'homme qui est avantagé sur tous les points possibles, que ce soit en termes de scolarité, que ce soit en termes de vie, que ce soit en termes de chance même, avoir une vie épanouie, c'est toujours l'homme qu'on va mettre en priorité. La femme, elle, son but, c'est d'être une gentille fille quand elle est dans la maison de ses parents, et puis quand elle est en âge de se marier, elle deviendra une gentille femme pour son époux. Et moi, j'ai toujours eu cet esprit de rébellion. Je suis celle qui, quand j'arrivais dans un repas de famille ou que j'arrivais dans le salon, tout le monde allait partir parce que tout le monde allait dire et voilà, arrêtez de parler, il y a Aïcha qui va arriver, elle va encore faire chier, et blablabli, et blablabla. Faire cette chaîne, pour moi, c'est comme une boucle qui est bouclée. C'est-à-dire que jusqu'au bout cette année, je me suis levée pour moi. Je me suis levée pour mes ambitions, je me suis levée pour ce que j'ai envie de faire. Et je dis merde, je vais montrer mon visage, je vais m'exprimer, je vais raconter ma vie, je vais écouter la vie d'autres personnes et je suis celle que je suis et celle que j'ai envie d'être. Je vais enfin me réveiller en étant la personne que j'ai envie d'être. Et donc l'ouverture de cette chaîne, c'est vraiment la boucle qui est bouclée. J'ai été très honnête avec mon père puisque mon père il est sénégalais malien, musulman, assez conservateur, très traditionnel, et j'ai eu l'honnêteté de l'appeler et lui dire écoute papa, je vais lancer une chaîne et je vais raconter ma vie. Je vais parler de ce que j'ai vécu, que ce soit joyeux ou pas. Je vais parler de mon copain que tu n'acceptes pas parce que pour toi les relations hors mariage ça ne vaut rien et c'est que m'assurer une place en enfer. Et je vais parler aussi de l'inceste et des violences que j'ai subies avec celle que tu as épousée et que j'ai appelée maman pendant 23 ans de ma vie. Et mon père me dit ok bon ta chaîne d'accord, mais si tu parles de ta vie en détail, les gens sauront éternellement que tu es une victime. Et peut-être qu'il y a 5 ans, s'il m'avait dit ça, j'aurais tout abandonné. Je serais retournée à la Fnac, j'aurais rendu ma caméra, j'aurais arrêté mes projets et j'aurais été malheureuse. Aujourd'hui, c'était il y a 3 mois que j'ai eu cette discussion avec mon papa. Quand il m'a dit ça, j'ai uniquement rigolé. J'ai rigolé et je lui ai dit écoute papa, ça c'est le discours que vous nous avez éternellement dit aux filles de cette famille. Aux filles de cette famille, à chaque fois qu'elles ont voulu se lever pour elles, à chaque fois qu'elles ont voulu raconter leur vérité et qu'elles n'ont pas voulu que leur trauma puisse tomber encore dans un énième secret de famille, vous leur avez donné cet argument de mais les gens sauront que t'es une victime. Et cet argument-là, il ne fonctionne plus avec moi parce que je ne suis pas une victime. J'ai été victime des faits de cette femme-là qui m'a élevée. J'ai été victime de cette famille-là qui a été toxique. Mais en fait, ça ne me définit pas. Je suis Aïcha, j'ai 24 ans, j'ai des ambitions, j'ai de la passion, je suis tout un tas de choses. Et ce statut-là de ce que j'ai vécu ne va pas me donner l'éternelle étiquette de victime, au contraire. C'est une histoire qui était très lourde à porter. Je me suis sentie des années honteuses et aujourd'hui, je vous jure que je porte cette histoire comme une fierté parce que c'est l'histoire de ma vie. Et à un moment, je me souviens que j'avais rencontré une dame qui m'avait dit « Ne t'en fais pas, un jour tu seras fière de ton histoire. » Et je me rappelle que je l'avais envoyée bouler parce qu'en fait, tu me fais chier meuf, je suis pas fière de cette histoire, je suis pas fière d'avoir vécu de l'inceste, c'est que la honte. Moi, mes copains, ils ont pas cette histoire-là, j'ai honte. Et en fait, aujourd'hui, je repense à cette femme-là avec de la nostalgie parce qu'elle a raison. Parce que cette histoire-là, j'en suis fière. J'en suis fière. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, c'est mon histoire et je la porte fièrement et j'en ai pas honte. Et donc, ouvrir cette chaîne, c'est tellement symbolique sur tous les aspects de ma vie. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes sœurs que mon père a eues avec d'autres femmes qui n'ont pas eu la chance et l'opportunité de pouvoir faire ce projet-là. Je le fais pour toutes les femmes de ma famille. Je le fais pour moi et pour toutes les femmes qui sont emprisonnées dans une famille où on ne cesse de leur répéter qu'elles doivent se taire. Donc
je suis tellement heureuse d'ouvrir cette chaîne, j'ai hâte de la suite avec vous. Et je dirais que dans mes gros flex de cette année, il y a aussi le fait d'être en vie. Je vous jure, ça paraît peut-être un peu minable, ça paraît peut-être un peu petit, mais je pense qu'il est important de célébrer les petites victoires, comme le fait d'être en vie, comme le fait de pouvoir payer son loyer à la fin du mois, comme le fait de, je ne sais pas, des petits trucs qui paraissent banals, mais en fait qui sont tellement importantes. On vit dans une génération où on a tous Insta, on a tous TikTok, on a tous Facebook, on a tous Twitter, on a tous les réseaux possibles du monde. On est constamment confronté à la vie des gens et aux réussites des gens et en tout cas à ce que les gens vont vouloir montrer comme des modèles de réussite. Je sais que ça a été très compliqué pour moi parce que je me sentais tellement à part, je voyais des filles de mon âge qui étaient trop stylées, qui avaient l'air d'avoir une vie trop remplie, qui faisaient trop de voyages et je me disais mais moi pourquoi j'ai le même âge qu'elles, parfois même je suis plus vieille qu'elles et elles ont une vie qui est tellement facile. Maïcha, c'est pas ça, faut que tu réussisses et faut que tu en tout cas intègres ce modèle de réussite là comme tu le vois sur les réseaux, etc., etc. Et en fait je vous jure qu'un jour il y a une fille qui m'a dit mais t'es tellement belle, je vois ta vie, tu fais du mannequinat, t'es tellement belle, j'aimerais tellement être toi t'as une vie de rêve. Et j'ai pris une claque, je l'ai regardée et j'étais en mode non, je ne te souhaite pas de vivre ce que j'ai vécu. Et c'est là où je me suis rendu compte que même moi, dans ma profonde tristesse, et bah, ce que j'allais poster sur mon Instagram, ce que j'allais poster dans la vie de tous les jours, ça allait que être des moments au top. Je vais poster une photo ou une vidéo de moi qui fait un défilé, les gens vont penser que c'est ce que je fais toute ma vie, que je fais tout le temps et que je réussis, alors qu'en fait je vais pas avoir aussi ce réflexe-là de poster les 800 autres vidéos où j'ai été recalée de casting, où on m'a dit non, où on m'a pas répondu, ou les violences que j'ai subies, etc., etc. Et je me suis rendu compte, j'ai travaillé dans les plus grands palais parisiens en tant qu'hôtesse chargée de clientèle, et où je voyais des gens littéralement que je voyais sur les réseaux sociaux, qui avaient des millions d'abonnés sur TikTok, sur Instagram, qui étaient certifiés, etc. Ce que tu vas voir sur les stories et la réalité de comment ça se passe, la manière dont en fait ces gens-là c'est que de la prétention, c'est que du mensonge, c'est parfois limite que s'arrêter dans le hall d'un palace, faire une photo et de poster comme si c'était un lifestyle, etc., etc. Donc je pense que sincèrement, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, en tout cas moi j'aurais aimé l'entendre donc je vous le dis, c'est ok de célébrer les victoires, on voit la vie des gens et on est heureux pour ces gens-là, que t'aies monté ton business, que t'aies ouvert ton entreprise, que t'aies eu ton alternance, que tu sois parti et que t'aies fait tous les voyages possibles du monde, mais c'est important les gars qu'on puisse se féliciter des petites victoires de la vie de tous les jours, parce que je vous jure que moi je célèbre dans la victoire de ma vie de tous les jours d'être suffisamment indépendante pour, malgré la difficulté, me dire que tous les mois j'arrive à payer mon loyer, tous les mois j'arrive à payer mes courses, tous les mois j'arrive à sortir, aller boire un verre avec mes copines, j'arrive à m'habiller, à m'acheter des petits trucs pour me sentir fraîche, pour être voilà, etc., etc. Le simple fait d'avoir fini l'année 2024 en vie, avec votre loyer, au chaud, avec plein de trucs en tout cas qui peuvent paraître banals mais que vous avez réussi à avoir, c'est un big flex. Je pense que aussi, et là c'est mon dernier point de mes victoires, la victoire que j'ai eue de 2024, c'est d'être allée voir le psy. Moi je viens d'une famille où tu ne vas pas voir un psy parce que le psy c'est pour les blancs et c'est pour les faibles. Et donc c'était très compliqué quand je grandissais parce que je savais que j'avais besoin d'aller voir un psy parce que je me disais, là mon cerveau, dans mon corps, je me sens un peu comme une cocotte minute. Si je vais pas voir un psy, je vais péter un plomb. Je vais devenir la folle du bus, la folle de France parce qu'en fait je ne vais plus tenir. Cette année ça a été un long trajet très compliqué. Je pense que je devrais dédier un épisode à la recherche de psy parce que c'était très compliqué de trouver un psy avec qui tu matches, un psy avec qui tu te sens suffisamment à l'aise, un psy avec qui tu te sens bien, mais aussi un psy dans mon cas qui comprend les dynamiques africaines et culturelles. Parce que j'ai eu un espèce de speed dating avec des psys et en fait ces gens-là, je voyais dans leur regard qu'ils étaient totalement à côté de la plaque de 1 et qu'ils étaient totalement perdus et que ça semblait très gros ce que je leur racontais. Et donc c'était très compliqué pour moi de trouver un psy qui coche toutes ces cases. J'ai fini par trouver. Et si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a un peu la même life que moi ou qui est un peu en recherche de psy, avec plaisir, je vous donne le numéro des psys que j'ai trouvé. J'en vois une, mais en fait, il y en a 3 que j'ai rencontrées qui sont super. Et donc, avec plaisir, je vous donnerai les contacts. Ils sont dans Paris. Et il y en a une qui fait aussi des séances en visio, à distance. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais je pense que ça fait partie vraiment de mes victoires. Parce que en fait, j'ai su dire, j'ai besoin d'aide et j'accepte. Et c'est pas une question de ne pas être forte, c'est pas une question de faiblesse, c'est une question de je sais tendre la main parce qu'en fait j'ai besoin d'aide et j'ai besoin qu'on m'attrape cette main-là. Donc ça fait partie de mes grandes victoires, donc je suis trop contente, dont je suis trop fière et que je voulais partager avec vous.
Je dirais aussi, et je pense que là c'est mon dernier point positif de cette année, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment ceux sur lesquels je voulais insister. Mon point positif de cette année, c'est aussi que je suis amoureuse et que je suis en couple avec mon copain. Je vous jure, c'est vraiment dans les points, et je vous le dis en dernier ce point-là, mais sur mes notes que j'ai fait avant de commencer la vidéo, c'était mon premier point. Avant même d'avoir retrouvé ma maman. Quelle ingrate. C'est quand je dis être en couple et amoureuse de mon copain, on s'est pas mis en couple en 2024, on est en couple depuis 2023, ça va bientôt faire 2 ans, et en fait je le mets dans mes plus grands flex et dans mes plus grandes victoires de cette année 2024, tout simplement parce que je me suis vraiment découverte en tant que femme, et je me suis vraiment découverte aussi en couple, et vraiment j'ai l'impression d'avoir grandi, et j'ai l'impression de grandir dans cette relation. Évidemment parfois on va s'embrouiller, on va se disputer, je vais être fâchée, il va être fâché, etc. Mais je suis tellement heureuse. Je vous jure que, en fait, le fait d'être amoureuse de lui, le fait d'être en couple avec lui, j'ai appris tellement de choses sur la vie de couple, mais sur moi-même. J'ai appris ce que ça fait de lâcher prise. J'ai appris ce que ça fait d'être aimée. Évidemment que j'ai été aimée, que je suis aimée par mes copines, par mes copains, par mes meilleures amies, par mes meilleures copines, mais véritablement, avec mon copain, c'est un amour différent. Je me sens comme j'ai le droit de m'abandonner. J'ai le droit de m'abandonner à lui. J'ai le droit de ressentir. J'ai le droit d'être passionnée. J'ai le droit d'être éblouie. J'ai le droit d'être aimée. J'ai le droit d'être aimée sainement. Et en fait, ça fait tellement du bien. Je vous jure que les premiers moments où j'étais en couple avec lui, à chaque fois qu'on sortait d'un date, et ben je pleurais parce que je savais pas que on pouvait m'aimer de cette façon-là. Je savais pas que je pouvais aussi aimer quelqu'un de cette intensité-là, de cette façon-là. Et donc le fait d'être en couple et heureuse et amoureuse avec lui, ça fait vraiment partie de mes victoires 2024 parce que vraiment ça change énormément de choses. Ça m'a changé aussi. Et je voulais vraiment vous parler de ce point-là. Donc voilà pour mes points négatifs et mes points positifs de cette année. D'ailleurs, je vais bientôt sortir un épisode où je vais vous parler de ma relation de couple et plus précisément du fait que vu que mon copain il a un groupe de musique, etc., il faut que je vous raconte un peu les struggles que ça a, les struggles, petit astérix, les problématiques que ça a créé. En tout cas, voilà. Du coup, voilà, c'était un peu mon récap de mon année 2024. Là, on est déjà en 2025. Mon premier point que je voudrais travailler cette année, c'est vraiment apprendre à mieux me connaître. Quand j'ai rencontré et que j'ai fait tout ce speed dating de psy, il y a un psy que j'ai rencontré et que j'ai détesté parce que je n'ai pas accroché, parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois il était à côté de la plaque et il avait une manière de parler qui m'énervait un peu. Mais ce psy-là m'a dit quelque chose qui était assez juste. Et quand je lui ai raconté ma vie, parce que j'étais allée voir le psy dans un but un peu de juste me décharger. Et ce psy-là me dit écoutez, effectivement, vous avez besoin qu'on puisse traiter vos traumas, vous avez besoin d'avancer avec ces traumatismes-là que vous avez vécus. Mais je pense qu'il y a une question qui est aussi encore plus profonde, c'est la question de l'identité. C'est pour ça que je vous dis que cette année, j'aimerais apprendre à mieux me connaître, parce qu'il a dit quelque chose qui est absolument juste. Il m'a dit, vous avez toute votre vie grandi en France. Vous êtes une jeune fille de 24 ans, parisienne, française, comme on en voit des milliers dans la rue. Et je pense qu'un des problèmes que vous avez, et c'est le psy qui me dit ça, un des problèmes que vous avez, c'est qu'en fait, vous êtes un peu comme quelqu'un qui a une double identité. Ça veut dire que quand tu sors dans la rue, quand tu vas à la fac, quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, quand tu vas boire des verres avec tes copines, quand tu vas en boîte, etc., t'es la jeune fille française, parisienne, typique. Tu vois, il n'y a pas de différence. Par contre, quand tu vas rentrer chez toi, et là, tu vas être une toute autre personne. Dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de t'habiller, dans les discussions que tu vas avoir, et ça passe par plein de petits stratagèmes que, effectivement, moi, j'avais mis en place. Par exemple, quand j'ai créé mon compte Instagram, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de bloquer tous mes frères et sœurs, parce que c'était hors de question, c'est comme si c'était ma vie à part, ma double vie. Moi, quand je rentrais chez moi, on était élevé fortement avec la culture malienne sénégalaise de mon père et aussi sa religion à lui. Donc en fait, je savais très bien que la vie que je menais dehors n'était pas la même vie, n'était pas une vie déjà tolérée par la religion, par la culture, par toutes ces choses-là. Donc en fait, il a touché un point qui était juste, c'est que j'étais un peu en quête et en problème d'identité. Il m'a demandé, est-ce que vous savez véritablement qui vous êtes? La journée, vous êtes quelqu'un, le soir quand vous rentrez dans votre famille où il y a une forte présence de la culture, une forte présence de la religion et toutes ces choses-là, vous êtes quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ça tellement juste parce que c'est vrai que pendant 24 ans, j'étais quand même un imposteur, j'étais quand même dans ce double personnage. Et donc j'ai trouvé ça assez fou et j'ai trouvé ça assez pertinent et assez juste. Du coup, dans ma quête de 2025, l'un de mes souhaits, c'est vraiment de me découvrir et de trouver ma place. Cette année, on m'a rendu mon identité, j'ai retrouvé
retrouver ma maman biologique et maintenant je veux creuser et savoir qui est Aïcha, qui je suis. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Je sais pas si on arrive un jour à trouver qui on est véritablement. Je sais pas si on arrive à vraiment avoir son identité. Je sais pas d'ailleurs si vous écoutez cette vidéo-là, si vous regardez cette vidéo-là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est l'un des points sur lesquels j'aimerais beaucoup travailler. Dans mes autres ambitions aussi de cette année, c'est que j'aimerais soigner mes relations et me soigner moi-même. Je suis déjà en processus, mais soigner mes relations. Vu que j'ai été interdite d'avoir des amis, que j'ai été interdite de plein de choses, j'ai une façon un peu bizarre d'aborder mes relations humaines. Par exemple, je peux considérer comme mon meilleur ami enfin pas comme mon meilleur ami, mais comme quelqu'un de très proche et je vais être très vite investie dans quelqu'un que je vais rencontrer pendant 5 minutes dans un bar. Et je vais parler de cette personne pendant longtemps après, sans pour autant la revoir, alimenter une relation, toutes ces choses-là, qui ont été des défauts et dont on m'a fait le reproche parfois. Donc je voudrais soigner un peu mes relations. Et je pense qu'enfin, mon dernier point, c'est que je veux vivre des expériences de dingue. Je veux pouvoir m'endormir tous les soirs en me disant « Aïcha, t'as vécu la vie que tu veux et t'es fière ». Je veux vivre plein d'expériences. Je veux pouvoir être épanouie. Je veux, quand je sais pas à quel âge je mourrai, quand je serai vieille, j'espère, je veux pouvoir me dire que j'ai vécu. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir tous les jours et me dire que je suis fière de moi. Je veux me dire que j'ai vécu ce que je voulais vivre. De me dire que j'ai testé, que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai ressenti. En fait, je veux juste vivre pleinement les choses. Et ça va être mon leitmotiv de mon année 2025. C'est la fin de cet épisode. Là, je pense que je vous ai un peu grosso modo tout dit. Je suis trop contente encore une fois de faire cette vidéo-là. J'ai trop hâte de la suite. J'ai trop hâte de tout. N'hésitez pas à m'écrire, à répondre par commentaire ou en m'envoyant un message en privé. Si vous avez des résolutions que vous voulez me partager, si on a des résolutions, des buts ou des traumas un peu similaires, etc. Moi, c'est avec plaisir encore une fois que je vous lis, que je vous réponds. C'est tout ce que j'aime, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très jolie année. J'ai hâte de voir ce que cette année 2025 va nous réserver. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, la santé, l'amour, la joie, l'argent, tout ce que vous souhaitez de mieux et de meilleur sur Terre, et je vous le souhaite. Donc je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de cette nouvelle année et de vivre plein d'aventures que je ne manquerai pas de vous raconter.